Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rejoins mon collègue. C'est un énorme plaisir de revenir ici avec vous par l'AMCAR. Et je remercie Saïd et toute l'équipe d'organisation. C'est un énorme honneur et plaisir d'être avec vous. Alors, je vais essayer de vous résumer sur quelques minutes comment on protège nos patients âgés en FA, et notamment en parlant plus du versant anticoagulant aujourd'hui. J'ai des liens d'intérêt avec les laboratoires dans le domaine de la rythmologie en général. Alors, bien sûr, nos patients... aujourd'hui, ne sont plus les patients pour qui on se pose des questions, c'est plus le patient simple qui fait la FA, qui a 70 ans et qui n'a pas d'autres antécédents. Les patients les plus courants, c'est des patients qui sont âgés, qui ont toujours une forme d'insuffisance rénale, qui peuvent avoir du diabète, qui peuvent être coronariens, qui ont obligatoirement pas mal de médicaments. Et c'est vrai que l'objectif aujourd'hui, c'est de vous refaire un petit point sur ces patients, on va dire, à risque. Vous le savez tous, je ne vous apprends rien, que dès qu'on augmente en âge, notre risque d'AVC sur la gauche, vous voyez ici, dès que vous avez de la FA et vous êtes âgé, votre risque d'AVC explose avec l'âge. Et c'est pour ça, dans les scores Schatzvask, l'âge à partir de 75 ans compte pour 2 points. Et puis, bien sûr, votre risque hémorragique augmente lié à cette fragilité vasculaire dont vous avez parlé dans les différentes sessions. Dans les recommandations de prise en charge de la fibrillation atriale de 2020, les messages sont clairs. En cas de FA, les anticoagulants oraux directs sont préférés aux AVK dans la prise en charge de la FA, hormis les valves mécaniques et hormis le rétrécissement mitral modéré à sévère. Donc, les schémas sont simples. On ne parle plus de FA valvulaire et non valvulaire. On a simplifié les messages. Alors, on n'a pas parlé spécifiquement ici du sujet âgé ou très âgé, et je vais vous donner quelques éléments de réponse, mais vous allez voir que ce n'est pas tellement différent. Premièrement, je vous ai pris ici une méta-analyse des essais sur les AOD, mais se fixant spécifiquement, c'est le sujet de plus de 75 ans. Et vous voyez que ça reprend quasiment des messages assez similaires que vous avez vus dans Rocket AF, dans Aristotle, et que vous voyez que lorsqu'on met un AOD versus plutôt de la warfarine, on réduit le risque d'AVC embolie systémique de manière significative, et on réduit le risque d'hémorragie intracrânienne quasiment de 50%, ce qui est à peu près ce qu'on retrouve avec quasiment tous les AOD. Donc à la question, est-ce qu'il faut plutôt donner un AVK ou un AOD, la question est assez tranchée. Je vous donnerai également quelques éléments de réponse de mes collègues néphrologues à la fin. Alors maintenant, je vais vous emmener un peu dans quelques éléments de réflexion sur les différents AOD entre eux, parce que vous pouvez avoir le choix aujourd'hui de choisir l'un ou de choisir l'autre. D'abord, tous les essais ne sont pas similaires. Là, par exemple, j'ai pris les 3 essais avec les anti-10. Alors, il y a Rocket avec le rivaroxaban, Aristotle avec l'apixaban, Engage et l'édoxaban, je ne l'ai pas en France, il me semble que vous ne l'avez pas également. Et vous voyez que si on s'intéresse aux patients de plus de 75 ans, vous voyez, ce n'est pas tout à fait les mêmes populations. De manière pas très étonnante, on sait que dans Rocket AF, il a été inclus plus de patients âgés, mais également plus de patients avec antécédents d'AVC. Il y avait quasiment 50% de patients qui avaient un antécédent d'AVC, ce qui faisait, même chez les sujets âgés, c'était à 65%, vous voyez. Donc les populations ne sont pas les mêmes, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas tout à fait comparer les essais entre eux, même si ici je les présente sur la même slide. Donc vous voyez que le score SCHATS2, ça c'est le SCHATS2, c'est même pas le SCHATS-VASc. Vous pouvez imaginer qu'il y a 6 SCHATS-VASc, ça rend encore un peu plus important, autour de 4 à 5. Dans Rocket AF, il y a 3,7 versus 2,7 dans Aristotle. Ici, je vous ai montré les 5 essais, j'ai même rajouté Relay. Alors, de droite à gauche, vous voyez le rivaroxaban, le dabigatran, l'édoxaban et l'apixaban. Et vous voyez ici, chez ces patients de plus de 75 ans, vous voyez que la proportion des sujets âgés n'est pas la même dans les différents essais. Donc, vous voyez que dans Rocket, le rivaroxaban a bien été étudié, puisqu'il y a quasiment presque un patient sur 2 qui était à plus de 75 ans, et la proportion des facteurs de risque, vous voyez, était beaucoup plus importante. Vous voyez, 90% d'hypertendus, 60% d'insuffisance cardiaque, et plus de 40% de AVC AIT. Donc toujours l'interprétation des résultats doit prendre en compte la population à laquelle vous intéressez. J'ai emprunté cette diapositive à Olivier Hanon qu'il avait présentée à l'ESC en 2019 et il montrait, vous voyez là, finalement, si on s'intéresse au sujet maintenant encore beaucoup plus âgé, parce que 75 ans, finalement, si on regarde attentivement, ça ne pose pas problème. 80 ans, peut-être pas tellement.
La question qui se pose, c'est beaucoup plus âgé, c'est 85, 90 ans, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et c'est plus des patients, finalement, j'allais dire que c'est mes collègues gériatres voient. Et étonnamment, finalement, je me dis, les patients de plus de 90 ans, je ne vais pas en voir des masses. Ben, étonnamment, quand je discute avec mes collègues gériatres, ben, ils ont adopté le traitement anticoagulant oral direct de manière assez large. Mais gardons à l'esprit que vous voyez que dans ces essais randomisés, on a quand même plusieurs milliers de patients de plus de 80 ans, mais dès qu'on s'adresse aux patients de plus de 85, plus de 90 ans, c'est difficile, ils n'ont pas été inclus dans les essais. Il y en a eu un petit peu dans RELY, mais très peu ailleurs. Alors maintenant, si par exemple on s'intéresse à AOD versus AOD, dans l'étude RELY avec le dabigatran, vous savez que le dabigatran c'est un peu particulier, il a une élimination rénale très importante, et d'ailleurs dès le début, quand il y a eu les premières expériences d'utilisation, notamment en France, on avait eu des complications qui avaient été publiées liées à une utilisation inappropriée, des ajustements de dose inappropriés, des patients qui avaient une insuffisance rénale assez sévère et qui recevaient de dabigatran, qui avaient une élimination rénale. Et que vous voyez que chez les patients de plus de 75 ans ici, vous voyez, dès que vous donnez du dabigatran à 150, bah vous augmentez le risque de saignement de manière significative par rapport à la varfarine. Je vous rappelle qu'il y a un critère d'ajustement de dose qui est au-dessus de 80 ans, vous êtes déjà dans la faible dose avec le dabigatran. Quand vous vous intéressez au rivaroxaban dans Rocket, je vous donnerai des données un peu plus détaillées de données de registre un peu plus tard, vous voyez que les données sont assez similaires à celles de l'essai Princeps de Rocket. Vous voyez que le petit p d'interaction est non significatif, ce qui indique qu'il n'y a pas d'interaction entre l'âge et le résultat sur les critères de jugement, que ce soit AVC embolie systémique, hémorragie majeure, hémorragie intracrânienne. Donc vous voyez ça, il y a toujours le bénéfice en termes d'hémorragie intracrânienne, et il n'y a pas d'augmentation des hémorragies majeures avec le rivaroxaban versus l'AVK, donc le petit p d'interaction non significatif. Avec l'apixaban, vous voyez que globalement, les résultats sont bons. Vous voyez, on a en vert l'apixaban et en bleu la varfarine. Le taux d'hémorragie majeure est réduit de manière significative. Le taux d'hémorragie intracrânienne est réduit de manière significative chez les patients de plus de 80 ans. Et si on présente les données un peu de manière superposée, on voit globalement que si on met en première ligne les résultats sur ici les patients de plus de 75 ans et ici la population globale, vous voyez globalement que ça va toujours du même côté de la barrière, c'est-à-dire qu'en gros, l'âge ne devrait pas nous influencer dans notre choix thérapeutique. Alors, d'emblée, dans ces recommandations que je vous ai montrées tout à l'heure, CHA2-VASc supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire plus de 75 ans, ben vous êtes à haut risque hémorragique, haut risque d'AVC, ischémique, et donc obligatoirement, vous devez les anticoaguler. Et donc, dans ces cas-là, vous avez préféré un AOD. Alors, vous savez qu'il faut évaluer le risque hémorragique de nos patients, et le fameux score ASBLED. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le score ASBLED en lui-même qui nous intéresse, c'est d'identifier dans ce score les éléments qui peuvent être corrigés. Donc, au-delà même du score lui-même, c'est est-ce qu'il a une hypertension artérielle mal contrôlée? Est-ce qu'il a de l'aspirine qu'on peut arrêter? Est-ce qu'il a un anti-inflammatoire non stéroïdien? Donc ces éléments-là, on va pouvoir arrêter l'aspirine, on va pouvoir arrêter un médicament qui fait saigner, on va arrêter les médicaments qui donnent des interactions, et donc on va réduire notre risque de saignement. Deuxièmement, on sait que les AOD font moins saigner que les AVK, et donc notamment par exemple quand il y a une angioplastie coronaire, on préfère qu'ils aient un AOD qu'un AVK. Un élément très très important qui me tient énormément à cœur, c'est l'ajustement de dose. C'est très important, et parce que les critères d'ajustement de dose ne sont pas les mêmes d'un AOD à l'autre. Donc ça, vous devez l'avoir sur votre bureau. C'est génial, je vois qu'il y en a beaucoup qui les prennent en photo. C'est génial parce que ça veut dire que vous devez les avoir avec vous en permanence. Alors, ce n'est pas les mêmes dans la maladie veineuse thromboembolique ou dans la FA. Donc, ce n'est pas les mêmes protocoles. Alors, dans la maladie veineuse thromboembolique, je vous rappelle qu'il n'y avait pas d'ajustement de dose. C'était des doses qui étaient déterminées. Alors, si vous avez une embolie pulmonaire, bah, vous mettez du rivaroxaban 15 x 2 pendant 3 semaines et vous passez à 20. Mais il faut dire que ce n'était pas la même population. La maladie veineuse thromboembolique, c'est des patients plus jeunes que les patients en F1. Donc ça, très important. Et donc, par exemple, avec le rivaroxaban, vous devez calculer votre clairance de créatinine en Cockcroft. Alors, c'est en kiklinant, parce qu'il faut la calculer.
Donc ça veut dire qu'il faut prendre Google ou votre application, rentrer l'âge du patient, rentrer le poids, rentrer la créatinine, rentrer si c'est un homme ou une femme, et vous allez avoir votre calcul de clairance. Le laboratoire ne va pas vous le donner, il va vous donner du MDRD ou CKD-EPI, parce que lui, il n'a pas le poids du patient. Et donc, si votre clairance est inférieure à 50, ben vous mettez du 15 fois 1. Si vous avez une clairance supérieure ou égale à 50, vous mettez du 20. Vous pouvez aller jusqu'à 15 de clairance. C'est rare les patients entre 15 et 30. En dessous de 15, ce n'est pas recommandé. Si vous avez de l'apixaban, c'est un peu plus compliqué. Donc, si vous avez une clairance calculée en Cockcroft à moins 30, vous êtes sûr que vous mettez l'apixaban de 5 x 2. Par contre, si vous êtes à plus de 30, ben vous devez prendre en compte 3 critères. Alors, il y en a 2 cliniques. C'est l'âge de plus de 80 ans, le poids à moins de 60 kg. Et le troisième est biologique, qui vous est donné sur la biologie, c'est la créatinine supérieure ou égale à 133 micromoles par litre. Et si vous avez 2 critères sur 3, vous réduisez la dose. Le diabète 4 ans, vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'âge à plus de 80 ans, vous réduisez. Sinon, en dessous, ben, vous devez prendre en compte les facteurs de risque hémorragique. Par exemple, s'il a de l'aspirine, s'il a un anti-inflammatoire, et notamment s'il a un inhibiteur calcique ralentisseur. Dans ce cas-là, vous réduisez la dose. Les déoxabans, j'en parle pas aujourd'hui, puisque je pense que vous ne l'utilisez pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous utilisez de manière inappropriée les faibles dosages, vous exposez votre patient à un risque. Dans cette étude américaine, alors avec des limites qu'elle peut avoir, c'est-à-dire c'est basé sur des registres de prescription, un peu comme ceux de l'assurance maladie, mais c'est des remboursements aux États-Unis, ils ont regardé les patients qui avaient le faible dosage, mais qui ne devaient pas avoir le faible dosage. C'est chose que, on va dire, que beaucoup de nos patients en pratique, des fois, reçoivent. Donc c'est des patients qui n'auraient pas dû avoir la réduction du faible dosage, et ils ont vu au cours du suivi que le risque, s'ils recevaient l'apixaban au faible dosage, alors qu'ils devraient avoir le fort dosage, leur risque d'AVC embolie systémique était augmenté de manière significative. Vous voyez, le hazard ratio, il est presque à 5. Alors vous avez vu qu'avec le dabigatran et le rivaroxaban, ce n'était pas significatif. L'idée est assez simple. Quand vous réduisez la dose d'apixaban, vous donnez un demi-syntron au lieu de 1 syntron. Alors que là, vous donnez 3/4 de syntron au lieu de 1 syntron. J'allais vous dire, je vous parle du syntron, je vous parle du préviscan, je vous parle de la varfarine. J'allais dire, dans mon début de mon internat, j'ai été nourri au biberon du préviscan. C'est ce qu'à l'époque, ça a été présenté par un laboratoire. Et donc, j'ai beaucoup prescrit du préviscan. Il n'y avait pas les AOD quand j'étais interne. Et depuis, on a appris qu'il ne faut pas démarrer un traitement par préviscan parce qu'il y a un risque d'augmentation de risque réaction immunoallergique et qu'il faut donner de la varfarine. D'ailleurs, ça tombe bien, la varfarine, c'est celui qu'on prescrit, qui est celui qui est dans les essais. On ne devrait pas prescrire les autres, on devrait prescrire que la varfarine qui a une demi-vie longue. Et si vous me demandez dans la dernière année, si vous me demandez est-ce que je sais prescrire de la varfarine, je vais vous répondre en toute modestie, non, j'en ai jamais prescrit. Parce que, en fait, la plupart du temps, j'arrive à me débrouiller avec les AOD. L'autre message que je voudrais passer par rapport à ça, c'est, je ne vous l'ai pas mis la slide, mais on sait que dans les registres, 40% d'utilisation inappropriée du faible dosage, que ça soit sur des registres en Europe, aux États-Unis, et probablement ce sera pareil, parce que toujours les gens ont peur. Je donne le faible dosage, pourquoi? Parce que j'ai peur qu'il saigne. S'il saigne, c'est à cause du docteur. S'il fait un AVC, c'est pas de chance. Alors ça, c'est une étude qui a été menée par Olivier Hanon, qu'il avait présentée en 2019 à l'ESC, qui est un registre comparatif. En fait, il compare deux groupes. Ce n'est pas une étude randomisée. On évalue dans une population gériatrique de plus de 80 ans qui avait une FA. Et un groupe, ils vont avoir du rivaroxaban, un groupe, ils vont avoir des AVK. Mais ce n'est pas randomisé. C'est-à-dire, on regarde, les médecins prescrivent ce qu'ils veulent et on regarde au cours du suivi ce qu'ils deviennent. Alors, vous voyez, c'est quand même 33 centres gériatriques. Et on regarde essentiellement comme critère primaire un critère d'hémorragie majeure sur le critère ISTH. Donc il y a à peu près 1000 patients par groupe. Donc ils sont quand même, premièrement, très bien suivis, c'est-à-dire ils ont peu de perdu de vue, c'est un registre, mais un peu de perdu de vue. Vous voyez, la population incluse, c'est 86 ans d'âge moyen, c'est beaucoup de patients qui étaient dans des EHPAD, donc, et les résultats, donc beaucoup de patients dans les EHPAD, ça veut dire qu'il n'y a pas la question de dire il n'a pas eu son INR, il n'y a pas eu d'ajustement d'INR, c'est-à-dire on est plutôt dans des conditions, plutôt on va dire hospitalières. Là, vous avez en rouge le rivaroxaban et en noir l'AVK. Vous voyez que ça réduit les hémorragies majeures de presque 50%. Les hémorragies intracérébrales, je vais vous passer les slides assez rapidement parce que c'est toujours la même chose. L'hémorragie intracérébrale, vous voyez, c'est plus de 60%. Les hémorragies majeures de presque 60%. Les hémorragies gastro-intestinales, vous voyez, ne sont pas augmentées dans la routine. On sait que les AOD sont connus pour, dans les essais,
sauf peut-être avec l'exception de la pique savon, une augmentation de risque d'hémorragie intracrânienne. Ici, il n'y en a pas eu plus, sachant que le suivi était que de 12 mois. Vous voyez, globalement, il y a moins de saignement avec le Rivarux savon qu'avec les AVK. Et il n'y a pas plus d'AVC, vous voyez, globalement, les deux courbes sont superposables. Dans les facteurs associés au risque d'hémorragie, on a bien sûr l'âge, on a le sexe masculin, on a l'insuffisance rénale et on a l'anémie, mais parce que l'anémie, tout simplement, identifie des patients qui probablement ont déjà saigné, qui a saigné, risque de ressaigner. Donc vous voyez que dans une routine de patients ici de 86 ans d'âge moyen, le Rivarux savon réduisait les hémorragies majeures intracrâniennes fatales de manière significative par rapport aux AVK. J'arrive sur la fin de ma présentation et je vais passer quelques petits messages. Premier message, c'est que moi je suis cardiologue rythmologue, mais ça nous intéresse toujours de regarder notre patient dans sa globalité. Et j'ai des présentations que j'ai adoré suivre sur l'artérite des membres inférieurs, sur la prévention des événements chez les patients qui ont une artérite, et on ne peut pas suspecter tous ces bénéfices associés aux AVK. Alors ici, c'est des données chez des patients en FA et en diabète qui s'intéressent aux préventions des événements cardiaques majeurs qu'on appelle les MACE, Major Adverse Cardiac Events, et les MALE, c'est Major Adverse Limb Events, c'est tout ce qui est ischémie de jambes, amputation, etc. Je vous passe rapidement les résultats, mais vous voyez que lorsque les patients recevaient ici un AOD, ici c'était le Rivarux savon par rapport à la varfarine, vous voyez que les événements d'amputation, de revascularisation, de gestes endovasculaires étaient améliorés de manière significative. L'autre message que je voudrais passer de manière utile, alors celui-là j'ai plus entendu par mes collègues néphrologues. Alors mes collègues néphrologues, ils m'ont expliqué bien sûr que plus j'augmente en âge, plus ma fonction rénale se dégrade. Je dis ok, ça ne m'étonne pas, je le vois tous les jours avec mes patients. Mais je vois que, en fait, que les AVK, ce n'est pas le meilleur traitement. Parce qu'au départ, on avait dit, oui, bon, ils ont une clairance ABC, donc peut-être qu'on va leur donner des AVK, on ne va pas prendre le risque de donner un médicament éliminé par le rein. Mais finalement, les AVK eux-mêmes ont des effets. Bon, ils ont des effets, ils créent eux-mêmes des risques d'hémorragie intraglomérulaires qui vont favoriser l'insuffisance rénale et puis qui jouent également dans le déséquilibre des INR. Et dans les données, ici c'est des données également de prescription aux États-Unis, vous voyez que lorsque les patients recevaient des AOD versus recevaient des AVK, au cours de l'évolution, ils avaient moins d'évolution défavorable à l'insuffisance rénale, moins d'augmentation de créatinine, moins de développement de l'insuffisance rénale. Donc finalement, nos patients insuffisants rénaux, nos patients fragiles, nos patients âgés, c'est des patients à risque. On doit également les identifier pour leur donner des médicaments qui protègent leurs reins. Et donc j'arrive à la fin, c'est-à-dire que mon patient aujourd'hui, qui est ce patient âgé, diabétique, insuffisance rénale, qui peut avoir de l'aspirine, qui peut être coronarien, finalement, mon patient aujourd'hui, je le protège très très bien avec un traitement notamment anticoagulant oral direct par rapport à un AVK. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous avez les recommandations de la Société européenne de cardiologie de 2020, et vous avez finalement ce guide très utile, disponible gratuitement sur Internet, qui est le guide ERA sur les AOD. Vous avez toutes les questions à vos réponses, s'il y a un relais, s'il n'y a pas de relais, comment je gère une chirurgie, comment je gère une extraction dentaire, comment je gère les différentes situations. Vous avez toutes les réponses que vous pouvez poser également dans quelques minutes. Merci beaucoup. Merci, M. Amara. Mais en principe, après un symposium, il n'y a pas de discussion. Donc, je vous remercie. On remercie bien entendu les laboratoires Bayer qui ont participé à ce symposium.